Dans cet épisode, il sera question de violences sexistes et sexuelles, et en particulier question d'inceste. Si vous êtes sensible à ces sujets, préservez-vous. On se retrouve tout de suite pour le nouvel épisode de Penser les luttes. Quand on parle d'inceste, on emploie souvent les mots tabou, omerta, loi du silence, au point que parfois on pourrait même remplacer le mot inceste par mafia sicilienne et avoir un troublant sentiment de déjà-vu. L'inceste est une violence terrible, et le site du ministère dédié à la protection de l'enfance nous renseigne sur le fait que toutes les 3 minutes, un enfant est victime de violences sexuelles, et l'inceste y tient une bonne part. Seulement, cette violence n'est pas le fait d'individus déviants sur de petites créatures blondes sans défense. Non, l'inceste, c'est un système, et c'est même plusieurs systèmes imbriqués les uns dans les autres. Alors, pour le faire cesser, il faut un espace de parole libre, sécurisé pour les enfants. Il faut aussi une justice bien équipée, en texte de loi et en moyens. Et il faut des représentations correctes de ce qu'est l'inceste aujourd'hui. Alors, je vous mets au défi de parler d'inceste, d'utiliser le mot inceste. Alors, moi, je l'ai fait en préparant cette émission. Donc, j'ai eu droit à toute la collection des onomatopées, voilà, tout ce qu'on ne veut pas dire et tout ce qu'on ne veut pas imaginer. Donc, je ne sais pas, vous avez eu c'est quoi vos meilleures onomatopées quand vous parlez d'inceste ? Un silence gêné. C'est ce qui fait comme ça. Le déglutissement. Et toi ? Moi, je dirais le changement de sujet direct. Il fait beau aujourd'hui, non ? Ouais. Il fait un petit peu chaud, je trouve. Voilà. Donc, malgré la température, on va continuer de parler de ce sujet avec mes deux invités aujourd'hui. Donc, on va se tutoyer, on va pas faire semblant parce qu'on se connaît. Marine Courtade, journaliste indépendante, grand reporter, autrice avec Alexandra Petit, qui est dessinatrice, de la bande dessinée On ne parle pas de ces choses-là, qui a été prix France Info de la BD d'actualité cette année. Bonjour Marine. Ouais. Bonjour. Et en face de toi, journaliste indépendant, chroniqueur judiciaire, Julien Mucchielli. Bonjour. Tu es auteur de Qui a tué Virginie, qui n'est pas une BD mais qui est un livre, sur l'affaire Denis Manéché qui est sorti Le 1er octobre 2025. 1er octobre 2025. Alors avec vous tous les deux là en plateau, on va essayer de réfléchir à cette question qu'on va essayer d'aborder à la fois avec délicatesse mais aussi avec franchise, puisqu'effectivement l'inceste n'est pas un sujet délicat ou difficile par inadvertance. On va poser cette question: comment faire reconnaître l'inceste en tant que système ? Voilà, c'est la question à laquelle on va essayer de répondre, mais à la fin. Donc on va essayer de commencer par le commencement. Peut-être avec toi, Julien, on va commencer par là. Cette affaire Denis Manéché, qui est une grande affaire, en fait, qui a, on pourrait dire, pas tellement secoué ou défrayé la chronique, en tout cas, qui n'a pas une publicité aussi importante que celle qu'ont pu avoir les affaires d'Outreau ou celle du petit Grégory, par exemple, alors que c'est quand même une affaire... centrale et importante quand on veut parler de la question de l'inceste. Est-ce que tu pourrais en quelques mots nous dérouler cette histoire qui, on va dire... Moi, en lisant ton livre, je me suis dit qu'elle commençait à peu près en 89 ou dans les années 80, fin des années 80, et elle se termine, si on peut dire... en 2018. En 2018, voilà. Ouais. À peu près à ce moment-là. Si on prend en compte effectivement les premiers faits d'agression sexuelle qui sont commis dans la famille, c'est 89, et la fin, le point final de l'affaire, d'un point de vue judiciaire, c'est décembre 2018. L'affaire, elle débute en réalité quand les crimes sont portés à la connaissance de la justice, puisque tout ce qui se passe avant se passe dans le huis clos familial. Et c'est peut-être pour ça, en général, que cette affaire-là et que la plupart des affaires d'inceste sont peu traitées médiatiquement, c'est parce que elles sont peu traitées judiciairement également, et celles qui sont traitées judiciairement le sont un petit peu de manière... pas caché, mais à huis clos, souvent c'est privé, les audiences ne sont pas publiques et les médias sont assez peu présents, contrairement aux affaires Outreau ou Grégory qui ont été des événements médiatiques nettement plus importants. Ouais. Alors c'est quoi cette affaire ? Parce que là on tourne un peu autour du pot, mais Ouais. c'est une affaire qui concerne une famille, c'est la famille Manéché. Alors cette famille, c'est le père, la mère, la fille... Enfin, les 2 filles d'ailleurs, et puis la troisième fille. Voilà, c'est une famille, un couple et 5 enfants. Les 2 filles aînées, les 2 garçons qui viennent ensuite, qui succèdent entre 80 et 89 au niveau des dates de naissance, et une petite dernière qui a été née en 97 et qui n'est pas du tout étrangère, en fait, cette naissance à l'organisation incestueuse de la famille.
C'est tout simplement un couple qui s'établit ensemble au début des années 80, qui se marient très jeunes et qui ont une fille, Virginie, qui est née en 81, et une deuxième, Betty, qui est née en 83, et ensuite deux garçons en 86 et en 89. Et le père de cette famille, Denis Manché, est quelqu'un qui est violent, psychologiquement, physiquement, avec sa femme, dès le début de leur cohabitation, et ils violent leur fille à partir de... Toutes les deux ont 8 ans à peu près quand ça commence. Donc voilà, je dis les choses assez sommairement pour qu'on ait un peu une idée de comment ça s'est déroulé. Et petit à petit, dans cette famille, va s'installer un système. Tu utilisais le mot à bon escient au début, parce que c'est un système dirigé de manière très très autoritaire par ce père, Denis Manché, qui, comme tous les pères incestueux, va vouloir dominer ses sujets d'une certaine manière, contrôler son royaume. Lui va le faire avec une violence particulièrement intense, psychologique, physique, et avec des violences sexuelles extrêmement fréquentes, répétées et admises en fait par toute la famille. Et il va réussir à imposer ça par la violence, par la manipulation, par la peur qu'il suscite. Et ça va rester quand même, évidemment, une affaire familiale jusqu'en 2002. Ouais, entre 80, la fin des 89, on va dire, à peu près, quoi, et 2002, le moment où la fille cadette, donc Betty, commence à parler, en fait, il se passe rien. Les faits ne sont pas dénoncés. Il y a un peu des on-dit autour de la famille, mais en fait, pas tellement. Enfin, est-ce que ça se sait quand même que chez les Manéchés, il se passe des trucs pas clairs? C'est pas quelque chose que j'ai pu vraiment tirer au clair, parce que j'ai pas fait d'enquête de voisinage 25 ans après. Mais il n'y a aucune alerte. Ni les infirmières ou les institutrices qui sont interrogées par la justice ensuite ont tout dit ou tout dit qu'elles n'avaient absolument rien vu. Le médecin faisait des certificats médicaux pour les garçons qui étaient battus pour ne pas aller à la piscine. Il ne s'est jamais posé de questions. Donc effectivement, on a une défaillance des systèmes qui sont censés alerter, on va dire, sur des situations de violence. Alors, j'utilise le terme violence parce que ça serait aussi le cas si c'était pas que sexuel, si c'était oui, juste des maltraitances, en fait. des maltraitances physiques. Donc voilà, c'est des enfants qui allaient à l'école et qui subissaient des atrocités à leur maison. Oui, en fait, à l'extérieur, ils avaient une sorte de semblant de vie normale, mais tu as parlé aussi avec une amie de la famille, une amie de la mère notamment, qui raconte qu'à un moment, un été, elle se retrouve dans cette famille, qu'elle voit bien, qu'il y a des trucs un peu étranges quand même, et je dis un peu étrange, c'est un doux euphémisme. En tout cas, qu'il y a une proximité entre le père et ses deux filles qui ça, c'est pose problème. Typique, je pense, de l'inceste, c'est que ça se voit, en fait, quand il y a quelque chose entre... qui tourne pas rond dans une famille. Elle a remarqué une trop grande proximité physique entre le père et l'aîné, et aussi une différence de traitement entre les enfants, puisque pour mieux dominer son royaume, le père distribue un petit peu les rôles, et seule la fille aînée, qui était la favorite, Virginie, a droit d'entrer dans la caravane, a droit de... La caravane, c'est quoi? Ils étaient en vacances, c'est pour ça. Donc, ils étaient en vacances dans un camping, en vacances en caravane. Et les petits garçons étaient brimés. Et l'autre fille était également brimée. Et elle remarque une proximité physique qui la met vraiment mal à l'aise. Et elle en parle à son amie, qui est donc Laurence, qui est la mère et la femme donc, de Denis Manché, qui change de sujet pour ne pas avoir à évoquer ça. Parce qu'évidemment, elle est au courant, elle fait partie de ce système. Et cette voisine n'en reparle plus jamais. Voilà, c'est quelque chose qui la dérange un petit peu et que finalement elle préfère oublier parce que c'est pas ses affaires, c'est la famille des autres. Et finalement, elle témoigne devant les gendarmes et elle leur dit tout ça. Mais voilà, à l'époque, elle aurait pu déclencher quelque chose et elle a pas cherché à plus en savoir. On va aller creuser un petit peu plus, essayer d'analyser un peu plus en profondeur ce que c'est que ce système. On verra si j'ai eu raison aussi de parler d'une comparaison possible avec un système mafieux. Mais tu disais, il y a un silence quand même un peu gêné, un détournement de discussion. Marine, dans ton livre, il y a une phrase moi, qui m'a marquée, c'est les silences, c'est ne pas poser de questions. Déjà, c'est ne pas s'en poser, c'est ne pas en poser. Alors toi, t'en as posé plein. Donc peut-être t'as fait presque que ça pendant... je ne sais pas combien de temps a duré ton enquête, mais elle semble avoir duré au moins plusieurs mois, si ce n'est plusieurs années. Qu'est-ce qui a fait que toi, il y a un point de bascule pour toi, justement, pour sortir de ce silence-là, parce qu'il te pèse trop et que là, il faut que ça sorte, quoi.
en fait, l'inceste, c'est pas seulement des violences sexuelles, c'est aussi en fait le fait que ça se passe au sein d'une même famille et que du coup, en fait, on est ramené tout le temps à l'agresseur dans notre vie quotidienne. Et en fait, on va être ramené à lui adolescente, on va être ramené à lui jeune adulte, on va être ramené à lui adulte. Et c'est difficile en fait de dire mais j'ai pas envie que vous me parliez de cette personne. C'est difficile en fait d'assumer ce qui s'est passé parce que la honte, elle a pas changé de camp encore. Et donc moi, le point de bascule, c'est un jour où mes parents viennent chez moi à Bordeaux et on a vu sur un cimetière et donc on commence à parler, mais vraiment de manière extrêmement lambda de ah mais où est-ce que tu veux être enterré toi et toi machin etc. Et là mon père dit je voudrais être enterré avec mon propre père qui était en fait moi mon agresseur et donc forcément ça a créé un court-circuit parce que je me dis mais comment c'est possible que mon père qui pourtant connaît l'histoire puisse avoir cette envie-là. Et c'est effectivement à ce moment-là que je me dis, je vais écrire une BD. Et au lieu de prendre l'angle victime-agresseur, qui est l'angle choisi quasiment systématiquement dans ces histoires-là, je vais prendre l'angle de l'entourage pour comprendre qu'est-ce qui fait qu'en fait, on préfère détourner le regard, qu'est-ce qui fait qu'on préfère voir sans voir, ne pas poser de questions. Et comment, en fait, ce silence de l'entourage contribue largement à la multiplicité de victimes dans les familles ou dans d'autres cas d'inceste. Parce que dans ta famille, en plus, il y a... quand on parle de système, c'est aussi du point de vue des victimes, parce qu'il y a plusieurs victimes. C'est-à-dire que toi, tu n'es pas la seule victime. Il y en a eu plusieurs. Est-ce que tu as fini par trouver toutes les victimes ? Est-ce que tu penses qu'il en manque ? Est-ce que, voilà, au cours de ton enquête, tu as pu dresser un peu ce panorama-là ? Alors moi, j'ai appliqué les méthodes journalistiques au sein de ma propre famille, mais après, évidemment, j'ai pas fait une enquête policière, donc j'ai laissé aussi libre les gens de me répondre. Il y a des gens qui m'ont répondu où j'ai toujours un doute sur est-ce qu'ils savaient ou pas, ou même est-ce qu'ils n'ont pas été victimes eux-mêmes. Mais en fait, à un moment donné, je ne suis pas là pour les mettre dans un corner et faire en sorte qu'ils me répondent sur ce doute. Donc, je n'ai pas cherché à pousser non plus trop loin mes questions parce que aussi, comme je posais mes questions au sein de ma propre famille, c'était déjà très compliqué pour moi d'aller poser des questions sur ce sujet qui était le tabou ultime de notre famille, et alors que je n'avais encore jamais parlé de ça avec eux. Parce qu'on a peur de casser la famille, c'est une expression que je ne sais plus laquelle des femmes de ta famille emploie. C'est ma mère qui dit ça notamment. C'est ta mère qui parle de ça. Cette peur réelle, en fait, aussi d'être rejetée, exclue, est-ce que c'est quelque chose, une chose à laquelle toi, tu as pensé avant de te lancer ? Ou en bonne grand reporter que tu es, tu t'es dit j'y vais, puis on verra. Et on verra bien ensuite. Mais en tout cas, ce travail doit être fait et on ne réfléchit pas trop aux conséquences. J'y ai pensé, j'ai failli abandonner 100 fois le projet, justement pour ces raisons-là, parce que je me suis dit je vais me faire brûler sur la place publique des courtades, quoi. Et en fait, il y avait... En plus, il faut juste préciser que c'est pas arrivé, quand même. Ce n'est pas arrivé, je suis là. Mais en plus, c'est vrai que moi, je suis d'un naturel extrêmement pudique, réservé. Donc, je me faisais violence à moi-même de me lancer dans ce projet. Mais ce qui me portait, c'était l'angle choisi et le sentiment que je pouvais, à ma toute petite échelle, mettre des petits cailloux sur la route des questionnements qu'on peut avoir autour des violences sexuelles et des manières d'aborder ces questions-là pour justement changer de regard et avancer sur cette question-là, quoi. Ce que tu dis aussi, en fait, le silence des unes fait aussi le silence des autres. C'est ça qui est aussi intéressant, c'est que la façon aussi dont toi tu l'abordes, c'est de montrer qu'il y a en fait des traumas d'inceste qui sont répétés dans une famille. C'est-à-dire que c'est pas seulement la génération de ta génération, c'est aussi celle des mères, c'est aussi probablement celle des grands-mères. Pourquoi c'était aussi important de montrer que ça appartient à une sorte de structure familiale aussi, ça ? Mais ça, en fait, c'est une surprise pour moi parce que je le découvre en allant interroger tout le monde. Quand je commence cette enquête, moi, j'ai en tête le nom de 4-5 victimes et je sors de tous ces entretiens et j'ai plus de 10
noms de victimes qui me sont donnés, et notamment des victimes de la génération précédente. Et donc, en fait, là, moi, je tombe complètement des nues parce que je m'y attends pas du tout à découvrir ça. Après, c'est vrai que ça interroge parce que effectivement, je le vois dans ma propre famille, mais je le vois aussi dans d'autres cas de famille où l'inceste a eu lieu. Effectivement, souvent, l'inceste se répète de génération en génération, et donc ça questionne effectivement sur la structure, sur le silence qui est établi au sein de ces familles-là. Mmh. Et ce qui est fou, c'est que ça concerne tout type de famille. C'est pas une famille en particulier, une classe sociale en particulier. C'est vraiment très, très large, quoi. Pour qu'on puisse savoir aujourd'hui qu'il y a entre un enfant sur 3 et un enfant sur 6, selon les comptages qui seraient susceptibles d'être concernés par l'inceste dans des classes. 1 sur 10. Ça dépend si tu inclus les violences sur Internet, aussi, et les violences numériques, ce que fait notamment la Civis. Mais de toute façon, ça veut dire que ça concerne quand même plusieurs millions d'enfants en France. Ça veut dire que ça touche forcément plusieurs classes sociales. Est-ce que, Julien, tu peux nous dire un peu comment le silence est brisé dans la famille Manéché ? Parce que c'est pas Virginie qui parle, la première, parce qu'elle est complètement prise dans un système qu'on va aussi décortiquer. Mais c'est la cadette, donc c'est un peu le vilain petit canard, parce qu'elle mange des surnoms qui sont bien plus horribles que ça, donc on ne va pas dire là, parce que c'est pas très... Voilà. On va lui rendre justice aussi. Et pour même rebondir par rapport à ce que disait Marine, l'idée de briser la famille, je pense que c'est une idée qui hante toute personne victime d'inceste qui a décidé de parler, de dénoncer ce qui lui arrive ou de questionner sa famille par rapport à des événements qui sont déjà connus. C'est la particularité de l'inceste, en l'occurrence. Exactement. Et donc, on parle de faire exploser la cellule familiale. Il y a tout un tas d'expressions, qu'elles soient médicales, psychanalytiques ou socio-anthropologiques, pour décrire ce phénomène-là. Et personne, en fait, dans la famille Manéché ne souhaite briser... on va dire ce tabou, ce silence autour de l'inceste, d'autant que le père est particulièrement menaçant. Il se trouve que Betty, qui est la cadette, un jour est battue par son père, comme ça lui arrivait souvent, et fugue, comme ça lui arrivait assez souvent aussi. Elle a 18 ans à cette époque-là, et elle se réfugie chez un copain. Et ce copain qui habite chez sa mère décide de planquer Betty quelque part chez une ancienne voisine, qui décide de la planquer elle-même chez une amie à elle, de manière à la mettre hors de portée de la pression, en fait, de son père et de sa mère, parce que ce qui se serait passé si elle était restée dans le village, c'est que tôt ou tard, le père, la mère ou sa sœur aînée Virginie serait venue, lui aurait dit de rentrer à la maison et elle aurait cédé. Et elle serait rentrée dans le rang et tout aurait continué comme avant. Sauf que là, petit à petit, elle a pu être mise hors de portée de l'influence du père, et il y a une sorte de pression qui est redescendue. Elle s'est confiée aux personnes qui l'ont recueillie, et bien sûr, ces violences-là physiques, elles avaient été constatées. Elle a porté plainte d'ailleurs dès le lendemain de leur survenue. Oui, mais elle a eu du mal parce que c'est un réseau de femmes en fait aussi qui la protège, mais en fait la mère, Laurence, vient la chercher. Elle tape à la porte pour essayer de récupérer sa fille et pour la ramener dans le rang. C'est un peu l'émissaire du père. Enfin, de toute façon, tout le monde dans cette famille travaille pour le père. Donc le père l'a envoyé toquer à la porte des personnes dont il pensait qu'ils hébergeaient Betty, et à chaque fois ça manquait pas, quoi. Ou alors il a envoyé Virginie qui avait aussi une influence sur sa petite sœur, et là en l'occurrence elle est dans un endroit qu'ils ignorent, et ce qu'ils savent pas, c'est que cette personne chez qui elle est recueillie, enfin ils le craignent quand même, parce que ça dure un petit peu, elle finit par comprendre que cette jeune fille subit des violences sexuelles, que finalement toute la famille subit des violences sexuelles physiques et une pression de dingue, et elle convainc de porter plainte. Donc, d'abord par des lettres écrites au parquet des mineurs à Beauvais en l'occurrence, puis par une plainte physique au commissariat de Compiègne. Et qu'est-ce qu'on peut dire de la procédure ? Parce que beaucoup de choses. On peut dire beaucoup de la procédure, mais en fait Betty fugue en février 2002. En janvier 2002. Fin janvier 2002. Elle dépose plainte en février 2002. Elle dépose plainte en février. L'enquête est ouverte finalement assez vite. Tout de suite, oui.
Et le père est assez rapidement placé en garde à vue, puis est incarcéré en détention provisoire. Ouais. Tout ça, ça se passe dans une même année civile, puisqu'on arrive gentiment en décembre 2002. Bon, il y a plein de péripéties en attendant, mais est-ce que là, à cet endroit-là, la justice, en tout cas la mécanique judiciaire, fait correctement le job? Alors, cette affaire, elle est particulière parce que en fait, elle démarre très bien. Une fois que la justice a connaissance de l'affaire, ça démarre vite. En avril, il est interpellé, placé en garde à vue, mis en examen et placé en détention provisoire dans la foulée. Et la mère... Je te coupe, mais heureusement, parce que dès que la justice se met en branle, il commence à faire ses cartons pour déménager et pour fuir. Parce qu'il y a Alors, ça aussi. Ils avaient le projet, effectivement. Ouais. C'est pas quelque chose qui était plus débattu que ça, mais on a retrouvé effectivement le projet de déménager. Ils n'avaient pas prévu de partir à l'autre bout du monde, donc ils auraient été retrouvés. Mais il y a quand même eu ce réflexe de on est démasqué, on va changer de décor et on va recommencer ce qu'on faisait, on va reproduire notre petit monde autre part. Mais il est passé en détention provisoire ainsi que la mère pour complicité en avril et en mai 2002. Donc ça part très bien. Alors, de ce point de vue-là, ça part très bien. Ensuite, il y a beaucoup de détails dans cette affaire, mais je dirais que le premier couac, c'est que Virginie, c'est le moment de dire qu'elle a eu un enfant avec son père, qui est né justement en février 2002. Elle est dans un état de relation de dépendance et d'emprise vis-à-vis de son père qui est particulièrement important, oui. Et elle défend son père. C'est-à-dire que lui, il est accusé de viol sur mineur et Betty le dit, ça a commencé quand j'avais 8 ans et pour Virginie, c'était pareil parce qu'elles s'étaient confiées l'une à l'autre. Et Virginie défend l'idée que ça n'a commencé que quand elle était adolescente, 15, 16, 17 ans, en tout cas après 15 ans, puisqu'à l'époque, on pouvait, qualifier seulement d'atteinte sexuelle des relations sexuelles qui avaient lieu après les 15 ans. Avec la majorité, entre guillemets, sexuelle. Entre guillemets, voilà. Je n'aime pas trop ce terme, mais effectivement, on sait une différence entre plus de 15 ans et moins de 15 ans. Et il aurait pu, quelque part... il risquait moins. Il risquait beaucoup moins, voire il aurait même peut-être pu s'en sortir complètement s'il avait réussi à convaincre que c'était une histoire d'amour qui avait commencé à 16-17 ans. Ouais, on y reviendra sur cette histoire d'amour sur laquelle, pour les auditeurs et les auditrices, je mets des guillemets. Et moi aussi. Ça n'existe pas. Mais donc, la procédure commence bien et il y a un moment donné où ça commence quand même à basculer. Ouais. Pas simplement parce que Virginie, sous emprise, défend son père, mais aussi parce que l'instruction se passe pas non plus très bien. Il y a énormément de petits points qui posent problème. Déjà, Virginie passe ses journées devant la maison d'arrêt où est détenu son père, en centre-ville de Compiègne. Elle l'observe depuis la fenêtre, ils se font des signes, donc elle est sous une emprise qui est visible depuis tout le monde, puisque depuis le palais de justice et la gendarmerie, on la voit. La juge d'instruction le sait. En fait, il faut se dire que palais de justice, gendarmerie et maison d'arrêt, c'est quasiment dans la même rue, en fait. Ouais, quasiment, on se et voit le gendarme, le directeur d'enquête d'enquête le voit, en informe la juge d'instruction qui décide de ne rien faire, alors qu'il aurait été extrêmement simple, en fait, de le changer de cellule, de le mettre avec une vue sur cour, et c'était fini. Et ça les inquiète pas, en fait. C'est exactement ça le point, c'est qu'elle pense que comme il est mis en examen, détenu, et qu'il y a des éléments matériels dans le dossier qui vont aller vers une inéluctable condamnation, l'affaire est pliée. Oui, donc la juge d'instruction décide qu'il n'y a rien à faire. Elle décide que c'est pas sa priorité, elle a d'autres trucs beaucoup plus angoissants, c'était ces termes, je me souviens, des dossiers plus mal barré, on va dire, à traiter, et elle estime que ça, c'est plus ou moins plié. Sauf que va y avoir quelques petits problèmes, notamment le revirement de Betty. Et ça, c'est dont on parlait avec, on va dire, cette espèce de conflit de loyauté qu'il y a chez les enfants qui dénoncent des membres de leur famille, c'est qu'ils sont rejetés de leur famille, et Betty, finalement, elle est jeune majeure, elle est seule. Ses parents sont en prison. Sa sœur la rejette parce que sa sœur, parce qu'elle... Pour Virginie, Betty est celle qui a brisé sa vie actuellement. Son fils est placé, le père de son fils est en prison, c'est la fin de tout. C'est terrible, oui, pour elle, son monde s'écroule en fait. Ses frères sont mineurs, sont en foyer, sa petite sœur de 4 ans est en famille d'accueil. Elle est désespérée, Betty. Et sous la pression de Virginie, qui est manipulée par son père, elle va revenir sur ses propos, dire qu'elle a tout inventé par jalousie, et à partir de là, va se mettre en place une narration. Un narratif du père. Ouais. Voilà, un narratif en défense qui va faire de cette
ces viols incestueux, une histoire voulue par tout le monde, et notamment fomentée par la mère qui serait la grande perverse, instigatrice de tout ça. Et ça va fonctionner. Et juste pour terminer sur ce petit point, ça va fonctionner parce que justement, il y a un vrai problème dans la façon dont l'inceste est traité dans cette affaire, et je soupçonne que c'est le cas dans beaucoup d'affaires, c'est que c'est vu uniquement par le prisme des violences sexuelles. Et ce qui intéresse la justice, c'est de caractériser un acte matériel, c'est-à-dire est-ce qu'il y a eu viol, est-ce qu'il n'y a pas eu viol, pénétration, dans quelles circonstances, quelle date, décrivez-nous. Et nous, on veut savoir comment ça s'est passé pour dire, ok, ça s'est passé, donc on peut condamner à temps. Et finalement, ce qui est le plus important dans l'inceste, c'est l'environnement familial. Marine parlait tout à l'heure du fait que ça se transmet de génération en génération, et c'est à ça qu'il faut s'intéresser. Il y a un expert psychologue qui parle de crime généalogique, c'est Jean-Luc Guillot, il intervient dans l'affaire, et pour dire que c'est des choses qui se transmettent, et en fait, si on n'étudie pas vraiment une famille dans son fonctionnement, et même sur plusieurs générations, si on n'essaie pas de comprendre en fait, les origines de ces comportements, on ne peut pas vraiment appréhender l'inceste qui ne se relie pas du tout à un acte sexuel. On va justement essayer d'aller un petit peu plus au fond de cette question et de l'analyser un peu du point de vue du système, mais je voulais vous faire regarder et écouter un petit extrait de la saison 5 de Fargo, donc qui est une série américaine, qui a pour un de ses personnages principaux est Roy Tillman. J'ai un accent vraiment incroyable, shérif du Dakota du Nord. Et c'est un peu l'alter ego de Denis Manché. Et c'est un peu la première fois que dans une série, disons une œuvre populaire, on a un personnage comme ça qui incarne de façon aussi franche et transparente cette violence masculine et incestuelle. On va regarder un petit extrait. Mrs. Lyon. No, that's not. A little far from home, aren't you? You need something, Trooper? Everything all right? She's fine. Just took a spill is all. Finishing up some paperwork and then Heading home. Right? How we doing there, Kim? Back to Minnesota, you're saying? I'm Oh, Nadine's gonna spend some time with us here now. That's your idea? Because I can drive you home. My shift's over. we should go. Mrs. Lyon, Dorothy, I can help. Son, the lady said it's no concern to you. I heard her. But see, I was drawn into a chain of events last time Mrs. Lyon was kidnapped. Kidnapped? That never happened. Oh, See, son, I'm the sheriff in this county. Now, I know you're not sitting here telling me I'm a suspect in some imaginary crime, so move out of my way before I move you. Alors dans ce petit extrait, moi ce qui m'intéresse, c'est que ce personnage-là qui est dépeint, de ce personnage de Roy Tillman, à la fois c'est la loi et l'ordre, puisqu'il est shérif, et en même temps c'est le patron d'une sorte de système clanique, et en même temps personne n'ose le contredire, et en même temps tout le monde sait que c'est un agresseur. Il y a comme ça quelque chose qui fait que la famille et son institution à lui. Peut-être Julien d'abord et Marine ensuite là-dessus, mais est-ce que ça c'est un truc qu'on retrouve un peu partout, c'est-à-dire le fait que dans l'inceste il y a un système comme ça où c'est un patriarche qui agresse, ou au contraire est-ce que c'est beaucoup plus divers que ça, parce que des Roy Tillman il y en a plein, mais il n'y a pas que des Roy Tillman. Est-ce que voilà on peut faire un petit paysage un peu comme ça de ce qu'on sait aussi des profils des agresseurs dans les affaires d'inceste? Instinctivement, parce que j'ai pas fait d'études systématiques de tous les cas d'inceste, je pense que les cas de Denis Manché / Roy Tillman sont assez marginaux, parce que des types qui sont aussi violents et autoritaires, heureusement il y en a peu, et que il faut parler d'inceste au pluriel et pas d'inceste
au singulier, notamment quand ce sont des incestes qui se commettent en dehors du foyer de l'enfant, à l'occasion de vacances par exemple, ou voilà. Donc ça peut être quoi? Ça peut être les oncles, les cousins Les oncles, cousins, beaux-pères, enfin tous les membres de la famille finalement qu'on est amené à voir de manière occasionnelle. Un certain nombre d'enfants sont incestés qu'une fois ou deux dans leur vie, à l'occasion d'une rencontre fortuite avec ce cousin ou cet oncle qu'on n'a pas vu depuis longtemps. Mais il y a toujours cette idée de domination dans l'inceste et de réduction au silence qui fait qu'il y a ce rapport dominant-dominé qui est toujours présent, à mon sens. Marine, est-ce que toi, de ton côté, est-ce que tu as pu voir du système familial où là, c'est le grand-père, mais qui inceste en fait beaucoup de jeunes filles, en fait, et d'enfants, en fait, tout simplement, pas de jeunes filles, ce sont des enfants, de la famille. Comment est-ce que toi, tu décrirais ce système-là? Et est-ce que tu as l'impression qu'il est différent ou au contraire un peu banal, quoi? En fait, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que quand même, les agresseurs sont plus de 90% des hommes. Donc, en fait, ça, c'est une donnée qui existe et qui raconte quelque chose. L'extrait que tu as passé, j'ai presque peur qu'on soit dans la caricature et qu'on passe à côté, en fait, de ce que sont les personnes qui agressent. Souvent, elles sont vraiment... Enfin, c'est comme si vous jouiez à loup-garou, quoi. On ne se doute pas du tout que ce sont eux les loups. Et c'est souvent des personnes très charismatiques, très lumineuses, très joyeuses, très à l'écoute des autres. Donc c'est impossible d'imaginer que cette personne fait ça. Et du coup, quand l'entourage apprend que cette personne est capable de commettre des choses comme ça, on a toujours en tête cette image qu'on a de cette personne. Donc en fait, c'est toujours impossible d'imaginer que cette personne, pour laquelle on a énormément d'estime, est capable d'actes monstrueux. S'il y a quelque chose qui crée un court-circuit total. C'est une dissonance, en fait. Et c'est cette dissonance qui explique aussi que certains préfèrent regarder ailleurs que de faire face à ce que vient de raconter l'enfant, en fait. Mais il y a un système aussi quand même de transmission du non-dit, parce que, enfin, en tout cas, c'est ce que tu documentes aussi dans ta BD, c'est que certaines femmes savaient, se sont dit, se sont parlé, ont essayé plus ou moins de protéger, mais sans aller jusqu'au bout. Comment est-ce que toi, t'interprètes ça, le fait de savoir, de faire un peu la moitié du boulot? Est-ce que c'est la peur aussi de pas être, enfin voilà, d'être exclu tout simplement, ou est-ce que c'est quand même un petit peu plus compliqué que ça? Ben, moi, c'est vrai que d'avoir parlé avec elle, en l'occurrence, ça m'a aidé à comprendre aussi pourquoi elles en étaient arrivées à faire ces choix-là. Quand je le savais avant, quand j'ai su que j'avais des cousines plus âgées qui avaient été agressées et que j'ai su que leur mère était au courant et qu'il ne s'était rien passé, que tout avait été tué, passé sous silence, qui explique aussi que moi, je suis passée aussi à la moulinette. Mais en fait, quand je suis allée m'entretenir avec elles, il y avait une forme de colère très forte en moi, chez elles, en les rencontrant, parce que je me disais comment elles vont pouvoir justifier l'injustifiable. Et en fait, bah voilà, on se rend compte que les humains, on n'est pas fait de noir et de blanc, mais de gris, et que en fait, il y a des choses qui s'expliquent, aussi terribles que ce soit pour moi, la petite fille, à entendre. Et donc, effectivement, j'ai une de mes tantes qui m'explique qu'elle-même a connu des viols et que, en fait, aller au bout du processus, ça l'a ramenée trop face à ses propres traumatismes, et donc c'est ça qui l'a empêché d'aller au bout. Et ça, je peux le comprendre, même si c'est difficile à entendre sur le moment. Mais ça fait aussi peser sur les femmes, et notamment sur les victimes, disons l'obligation de faire face à ses propres traumas, mais aussi au devoir de protéger les autres. Ça, c'est aussi quelque chose dont tu parles, c'est que a pesé aussi sur toi l'obligation, ou en tout cas ce que tu t'étais donné comme obligation, de protéger les autres enfants de ta famille. Est-ce que c'est vraiment aux victimes de protéger les autres victimes en réalité? Dans une famille, il va y avoir des victimes, mais il y aura aussi des gens qui ne sont pas victimes. Et je pense que, en fait, ce qui contribue au silence, c'est aussi le manque de formation sur ces questions-là. Une victime, un enfant, souvent ça parle, en fait. Mais ça va pas parler en utilisant les bons mots. Un enfant ne dira jamais « j'ai été violé ».
parce qu'il ne connaît pas ce terme et il connaît même pas les questions de vie sexuelle, de violence sexuelle, tout ça, c'est très très loin de son univers d'enfant. Par contre, un enfant, il va s'exprimer en faisant des cauchemars, en faisant pipi au lit, en ayant des chutes de notes. Il va y avoir plein de choses dans le comportement de l'enfant qui vont pouvoir donner un système d'alarme aux parents, à l'entourage, etc. Mais pour ça, il faut le savoir que en fait, c'est un système d'alarme qui est en train de se mettre en place et qu'il faut s'asseoir avec l'enfant, l'écouter et prendre les bonnes décisions derrière. Et c'est vrai que tout ça, c'est un processus qui n'est pas simple et sur lesquels les gens ne sont pas formés. Et donc, ça explique aussi pourquoi les gens sont démunis, au-delà du fait que, en fait, accepter l'idée que son propre père est capable de ça, ça demande une vraie prise de distance et que ça n'a rien d'évident à la base de se dire que son père, son frère, son cousin a commis ces actes sur sa fille. Il y a quand même un déplacement aussi de responsabilité on voit aussi dans l'affaire Manéchal, donc déplacement de responsabilité parentale aux enfants. Enfin, c'est ce qui fait la caractéristique d'une famille dysfonctionnelle, mais là en particulier dans cette famille-là. Voilà, on ne sait même pas par où commencer tellement il y a de déplacements, parce que Virginie prend la place de la mère dans le foyer familial. Mais il y a aussi tout un truc qui se met en branle, où les garçons dont on a peu parlé, eux sont victimes des pires maltraitances qui soient. Ils sont relégués dans un cabanon au fond du jardin. Ils n'ont pas le droit de rentrer dans la maison. Et c'est les sœurs qui les protègent et qui font un peu le job de parents, aussi avec les frères, à certains moments. Enfin, alors, est-ce que ça, c'est aussi une caractéristique qu'on retrouve dans la plupart des affaires d'inceste, qu'il y a comme c'est une confusion des gens entre les parents et les enfants, les parents n'étant plus du tout à leur place de parents? Oui, c'est vrai que c'est un pattern assez souvent observé dans les familles incestuelles ou incestueuses, comme on le dit. Mais là, en l'occurrence, on a une petite sœur qui est beaucoup plus jeune que tout le monde, qui est carrément... qui considère Virginie comme sa mère et pas sa vraie mère, Laurence, qui, à ce moment-là, est déjà reléguée au rang, on va dire, de sous-fifre dans la maison. Et Virginie est déjà mise sur le piédestal. Donc, elle est devenue la femme du père dans le foyer. Betty, elle, est très maltraitée physiquement et sexuellement. Et c'est un peu la mal-aimée. Les garçons sont, comme tu disais, battus. Ils vivent dans une cabane dans le jardin. Ils sont astreints à des travaux physiques épouvantables. Et en fait, il faut voir ça comme un système général de maltraitance. Bien sûr, l'inceste est central, mais il y a aussi la violence, la terreur même psychologique et l'extrême violence physique, c'est des actes de torture et de barbarie qui sont infligés. Tout ça, ça fait partie du même système. Ces garçons subissent ces violences-là parce que le père veut garder le contrôle en fait de ses femmes, donc de sa favorite, de son objet sexuel et de sa femme qui est un peu tout, qui sert de servante, qui est aussi maltraitée physiquement et sexuellement. Et donc, cette confusion des générations, elle est extrême, puisqu'on a Virginie qui devient la mère de sa petite sœur, qui, quelque part, est un petit peu une figure maternelle pour ses petits frères, alors qu'elle a que quelques années de plus qu'eux. Oui, et mais qui elle va leur avoir un refourgue de la enfant avec son nourriture, père. elle leur refourgue de la nourriture un peu discrètement quand ils ont faim, parce que c'est la seule en fait à pouvoir Voilà. les aider. Betty est dans une trop mauvaise passe pour pouvoir s'occuper de quelqu'un d'autre que d'elle-même. La mère finalement a abandonné toute idée d'aider ses fils, donc eux relégués dans leur cabane, souvent affamés. La seule personne vers qui ils trouvent à se tourner, c'est leur grande sœur qui arrive à les soutenir discrètement aussi. Mais bon, Virginie n'est pas non plus. Qu'est-ce que je veux dire, c'est un peu comme la femme du tyran. Si elle fait trop la maline, elle s'en prend une aussi. Voilà, donc il y a quand même des limites, mais c'est la seule qui peut un petit peu intervenir pour adoucir le sort des autres. C'est pour ça qu'elle détenait un certain pouvoir dans la famille. Comment est-ce que tu décrirais justement ce système-là? Est-ce qu'on peut dire que c'est un clan? Est-ce que c'est un système mafieux? Enfin voilà, comment est-ce que toi tu le C'est décrirais? très clairement un clan, c'est une secte, parce que il y a le degré de manipulation, d'emprise est extrême. C'est pour ça que j'utilise le terme secte. Cette emprise, elle perdure alors que le père est en détention provisoire.
C'est-à-dire que même les garçons ne vont pas oser dénoncer tout ce qu'ils subissent. Le père utilise sa fille aînée pour garder le lien sur... Donc on a là un petit peu un côté mafieux de je t'envoie mon émissaire pour te montrer que je te surveille. Les menaces de mort sont réelles. Il a passé leur enfance à les menacer avec ses armes à feu qu'il détenait, à tuer des animaux au hasard dans le jardin pour montrer ce qui pouvait leur arriver. Il a fait des trucs de fou vraiment que je décris un peu dans le livre pour donner un petit peu la mesure de l'homme que c'était. On a déjà quand même matière pour se représenter la violence du personnage. Mais en fait, derrière ça, est-ce que son seul intérêt, il est sexuel ? Ou est-ce que ça va plus loin que ça ? Ou est-ce que c'est un intérêt aussi de pouvoir ? Parce qu'on lit aussi que donc les enfants, quand ils rentrent du boulot, doivent avoir le doigt sur le portail pour lui ouvrir le portail. Il lui prépare ses pantoufles, il lui prépare son repas. Enfin, on a l'impression que le sexe fait partie d'un ensemble de choses qui est en fait juste avoir ça relève du pouvoir total qu'il a sur sa famille, mais disons que l'inceste n'est qu'une composante en fait de tout ça. Ouais, ça c'est quelque chose dont on parle beaucoup. Oui, non, l'inceste ne se réduit pas au sexe, comme je disais tout à l'heure. C'est une question de domination des êtres, et puis ça va au-delà d'un simple acte sexuel. C'est vraiment posséder l'être entièrement, et aussi quelque part l'avoir à sa merci. Et les conséquences, c'est quand même souvent de briser durablement psychiquement les victimes, en l'occurrence quand ça arrive, voilà. Bon. Et donc il y a une perversité, pour utiliser un terme, il y a un peu psychanalytique peut-être, mais qui je pense, assez imagé pour montrer un petit peu les intentions qui ne sont pas celles en fait qu'un père, qu'un membre de la famille devrait avoir envers un membre de la génération inférieure, et qui a ses conséquences de faire du mal et de dérégler complètement, de faire perdre les repères en fait aux victimes. Donc non, c'est clair qu'il n'y a pas que le plaisir sexuel, même si je pense qu'il ne faut pas non plus tomber dans l'excès inverse et penser que le plaisir sexuel est absent on est quand même sur un acte sexuel. Donc oui, il y a une recherche quelque part. Mais c'est quand même présent, mais c'est pas la seule chose qui existe. En fait, comment c'est apprécié ça aussi judiciairement, parce que quelle place ça prend aussi dans les procès, parce que les enfants, notamment les garçons, Dimitri et Tony, eux, ils ont souffert de maltraitance, ils n'ont pas subi de sévices sexuels à proprement parler, mais ils ont quand même été détruits par cette histoire. Alors voilà, est-ce que judiciairement, quand on traite d'une affaire d'inceste, on essaye d'apprécier l'ensemble du système familial, ou au contraire, est-ce qu'on reste vraiment, comme tu le disais tout à l'heure, focus sur les actes sexuels en tant que tels ? Ça dépend. Je pense que les magistrats ont les outils intellectuels pour comprendre comment fonctionne l'inceste, mais je ne suis pas sûr que... alors, bon, bien sûr... ils n'ont pas le temps en fait de faire tout ça. Ils sont, comme vous le savez, peut-être vraiment surmenés par énormément, submergés de dossiers. Là, comme la magistrate en l'occurrence, la juge d'instruction, elle a 140, 150 dossiers. Ah. C'est une instruction qui va durer très longtemps, et ensuite on va attendre 4 ans supplémentaires. Voilà, le procès en appel a lieu 10 ans après la mise en examen de Denis Manché. C'est particulièrement long, mais c'est toujours long, les affaires d'inceste, et quelque part ils n'ont pas le temps de s'attarder sur... Alors il faut un environnement familial, il faut un contexte, mais on n'analyse pas suffisamment, je pense, la nature des liens, et surtout on se focalise, comme je le disais tout à l'heure, sur les actes sexuels pour déduire la gravité pénale en fait des faits qu'on va sanctionner. Donc c'est tant de viol pendant tant d'années sur tant d'enfants, ça va être tant. Je pense qu'il y a un tarif. Alors ensuite, on va ajuster en fonction de la personnalité de l'auteur, comme dans tous les crimes et délits. Mais à mon avis, c'est fait un peu grossièrement, et ça fait trop la part belle à l'acte en lui-même. Voilà, il y a une focalisation sur l'acte commis par l'agresseur plutôt que sur le système instauré qui entoure tout ça, quoi. Et c'est pour ça, juste, je rebondis sur Tony et Dimitri, que eux qui sont victimes de violences, ils vont pas être... on va pas chercher à comprendre ce qu'ils faisaient dans ce système incestuel. On va juste constater qu'ils ont pris des coups, et ils vont, après les poursuites elles vont porter sur les violences qu'ils ont subies, et pas sur le fait qu'ils étaient vraiment un rouage de ce système.
On va essayer d'arriver jusqu'au moment du premier procès, parce qu'il y a 2 procès. On n'est pas encore arrivé à la conclusion finale de cette affaire, mais le premier procès, c'est 2011. Est-ce que Denis Ménéché est condamné pour Il est condamné violence pour violence. Il est condamné pour violence et condamné pour les viols sur ses filles à 8 ans de prison sans mandat de dépôt, c'est-à-dire qu'il n'est pas incarcéré à l'issue de l'audience et il fait appel de toute façon. C'est une peine légère ou c'est une peine lourde ? C'est une peine plutôt légère, ouais. Est-ce que tu peux en 2 mots dire pourquoi c'est une peine légère ? Parce qu'il y a une espèce de renversement de situation. On pourrait se dire que cet homme-là qui a violé ses filles, battu ses garçons, fait un enfant à sa fille aînée, comment est-ce qu'il peut prendre une peine si légère ? Mais en fait, il y a une explication derrière tout ça, c'est qu'il reprend le contrôle. Alors après être libéré de détention provisoire 2 ans après y avoir été placé, ce qui n'est pas un scandale en soi, c'est normal de ne pas passer plus de tant d'années en détention provisoire. Il va se réinstaller tout de suite avec sa fille aînée, donc avec Virginie, en violation complète de son contrôle judiciaire. Oui, donc que il y a la une justice défaillance de abandonne contrôle de la d'ailleurs. justice. Il sort et il vit conjugalement avec Virginie, avec leur enfant. Toute la famille se reconstitue et il redevient le patriarche qu'il était. Il recontrôle toute sa famille alors qu'il est mis en examen et qu'il sera renvoyé en procès pour viol sur ses 2 filles et violence sur ses garçons. C'est dans ce contexte-là qu'il arrive 9 ans plus tard devant la cour d'assises de Beauvais, procès à huis clos, donc on n'a pas de compte-rendu de cette audience, mais il est condamné à l'issue à 8 ans de réclusion criminelle, ce qui est faible, il aurait facilement pu prendre le double, et il fait appel de toute façon, ce qui montre un petit peu le sentiment de toute puissance qu'il habite. C'est quand même, quand on prend une peine faible comme ça, on peut réfléchir à se dire, je vais refaire 2-3 ans, et peut-être que je vais m'en contenter. Non, il fait appel, et cette fois-ci, à la cour d'appel d'Amiens, il va être jugé, et là, il va être condamné à une peine complètement hallucinante de 5 ans, dont 3 ans avec sursis. Donc juste une peine symbolique qui couvre sa détention provisoire et il ressort libre et il se réinstalle, donc cette fois-ci légalement, au vu aussi de tout le monde avec sa fille. Et donc ça, c'est aussi parce qu'il a pu retourner le cerveau, entre guillemets, de tous ses proches. Parce que même sa femme va finir par changer de version. Il y a un truc là... Sa femme, c'est compliqué. Mais sa femme, elle a changé de version, puis elle est revenue sur sa version. C'est quand même celle qui a vraiment le plus accusée. Mais en fait, en tant que co-accusée, elle n'est pas très crédible. Elle est complice. Donc, on se dit qu'elle a tout intérêt à rejeter la responsabilité sur lui dans le cadre de sa défense. Mais en l'occurrence, le narratif en défense du père, donc le narratif de l'inceste consenti, c'est une histoire d'amour, ce ne sont pas des viols, c'est une œuvre collective qui a été fabriquée avec son avocat, Hubert Delarue, et ses filles, qui ont pris pour avocat Éric Dupond-Moretti, ami de Hubert Delarue, et on a eu cette défense absolument hallucinante entre partie civile et défense de l'inceste consenti et de l'inceste heureux, formule qui a été prononcée à l'audience. Ça n'existe pas, Ça n'existe pas, ni l'amour incestueux, ni tout ce qui lie l'amour à l'inceste est une fable racontée par les agresseurs. Et cette défense autour de l'inceste heureux, c'est pas le fruit du hasard, c'est l'aboutissement d'années de procédure où on a laissé le père faire ce qu'il voulait en fait, instiller son récit, sa vision des choses, qui est proprement hallucinante. Quand on met le nez dans les procès-verbaux, on se demande comment est-ce que la juge d'instruction peut tolérer ce genre de récit. Et il y a des erreurs qui sont commises en termes de stratégie d'interrogatoire. Elle les laisse parler, elle fait des confrontations et elle les laisse justement raconter leur fable de l'amour incestueux. Et ça finit par s'imposer, par infuser. Voilà, c'est plus qu'infuser, c'est que en fait, ça finit par s'imposer pour tout le monde, et comme le nouveau narratif qu'il faut tenir vis-à-vis de la justice, de la police et même de la société, sans quoi on est exclu. C'est-à-dire que Laurence, la mère, elle est entre guillemets réintégrée temporairement dans le clan familial parce qu'elle accepte de changer sa version. Donc là, il y a vraiment... C'est ça. La mère subit des pressions de fou et les garçons aussi. Finalement, les garçons, eux, ils doivent dire que tout se passait bien, qu'ils n'ont pas pris de coups, parce que finalement, à la fin, il a acquitté pour les violences commises sur eux, et que en fait, tout le monde a peur de lui, tout le monde veut que ça se finisse, et tout le monde décrit les faits selon sa volonté, et grâce à la force de conviction de chacun, et à très bons avocats qui ont mis tout leur charisme et leur talent oratoire au service de cette cause de l'inceste heureux, on se retrouve avec une décision absolument
inouïe, en fait. Donc c'est une forme d'acquittement déguisé, finalement, parce que comme il y avait des éléments matériels, on ne pouvait pas aller C'est juste en la dehors de la reconnaissance condamnation. vague Voilà, des d'une faits. culpabilité, mais 5 ans, dont 3 ans avec sursis, c'est pas du tout une peine qui correspond à des viols. Même Non, à non, un viol. Ce qu'on peut rappeler rapidement, normalement, pour un viol incestueux sur mineur, on est soit sur 10 ans d'emprisonnement, s'il n'y a pas pénétration, et plutôt 20 ans de prison. Donc une agression sexuelle, c'est jusqu'à 10 ans, et viol incestueux, c'est 20 ans. C'est 20 ans. 20 voilà. ans. Donc là, on est sur quand même un truc assez light. Et pour rebondir juste sur ce que dit Julien, là, effectivement, c'est très clair la manière dont le père a tissé sa toile d'araignée. Parfois, et là je parle de ma propre expérience, mais l'agresseur ne dit rien. Et c'est nous, les victimes, qui avons beaucoup de mal à se dire que si je parle, déjà je vais faire de la peine à mes parents. C'est parfois aussi bête que ça. D'aller dire à son père que son père est un monstre, c'est compliqué à dire. Et ensuite, c'est compliqué aussi d'assumer le fait qu'on peut briser une famille en deux. Et donc, parce que malheureusement, et c'est une des particularités aussi de l'inceste, c'est que souvent, il y a deux camps qui se forment. Il y a ceux qui vont croire à la victime et ceux qui vont croire à l'agresseur. Et donc, forcément, c'est d'une violence inouïe quand les deux camps se forment. Et comme c'est des affaires où le flagrant délit est quand même assez rare, les deux camps se forment automatiquement. Et donc, il faut pouvoir l'assumer en tant que victime. Et ça, c'est des choses que les victimes ont plutôt en tête, même très jeunes, de se dire... ok, est-ce que je suis prête à faire de la peine à mes parents ? Est-ce que je suis prête à assumer le conflit que ça va générer et le fait de briser une famille qui, comme ça, a l'air très bien sous tout rapport ? Et donc, c'est aussi ça qui crée la difficulté à se lancer pour parler et à se lancer dans des procédures. Est-ce qu'il y a aussi le fait que l'agresseur est souvent présenté par ceux qui refusent de le dénoncer comme lui aussi une victime ? Il a eu une enfance difficile, il a beaucoup souffert, etc. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment ça s'est manifesté pour toi dans ta propre famille ? Moi, j'avoue que c'est un discours que je ne supporte pas, en fait, parce que, en fait, on est aussi acteur de nos propres vies, et quand on entend, notamment dans les cours d'assises ou les tribunaux, quand on va voir des procès avec des agresseurs, des violeurs, et qu'on entend « il a lui-même été violé quand il était petit, et donc il reproduit », non, en fait, je suis pas obligée de reproduire ce que j'ai vécu. Et moi, c'est vrai que c'est... Sinon, il y aurait une société que d'agresseuses et d'agresseurs. Ouais, alors il y en a déjà beaucoup trop, mais ouais. Il y en a déjà beaucoup, certes. Mais c'est sûr si toutes que... les victimes devenaient des agresseurs, ça serait et puis en fait, c'est un poids supplémentaire supplémentaire sur les épaules des victimes, en fait, parce que du coup... on l'a en tête, ça, le fait que soi-disant tous les agresseurs sont des anciennes victimes. Et donc quand on se met à avoir des enfants ou quand on se met à faire du babysitting, etc., on l'a en tête tout ça et on se dit, on réfléchit à nos gestes en fait en se disant mais moi je veux pas devenir agresseur, même si évidemment j'ai aucune appétence pour ça, hein, je suis pas en train de... mais ça crée un poids supplémentaire sur les épaules des victimes. C'est une charge mentale à porter en fait. Bien sûr. Ouais. Puis ce qui est bien, c'est que ça change, c'est que d'un coup, c'est il a été agressé, mais aussi il a souffert parce qu'il a eu un accident. En fait, la cause de la souffrance va bouger ou se déplacer et chacun se fait son propre narratif. Après, c'est le jeu des avocats et ça fait partie du jeu d'un tribunal. Mais c'est vrai qu'en tant que victime, d'entendre ça dans un tribunal, c'est pas évident à entendre. Ouais. Comment ça se manifeste dans l'affaire Manéché ? Parce que ça aussi, c'est présent. C'est très important. La victimisation de Denis Manéché. En plus, il en fait, lui, un outil de manipulation. Complètement. Denis Manéché a eu une enfance pas très heureuse. Et il en est résulté quand même quelqu'un qui a une certaine insécurité, disons qu'il a une peur de l'abandon. C'est quelque chose qui est véritable, hein, qui existe chez lui, et un sentiment dépressif. C'est quelqu'un qui a fait plusieurs tentatives de suicide dans sa vie et qui s'en est servi aussi pour manipuler une fois sa femme, donc tentative de suicide alors qu'elle est enceinte de Virginie, parce qu'il pense qu'elle le trompe avec son ex, ce qui est probablement faux. Denis Manéché est complètement parano, il pense que tout le monde le trompe avec la terre entière, ce qui est un mode de fonctionnement des hommes violents et accaparants en général. Et une autre fois, il fait une tentative de suicide dans sa famille. Il sent que la situation lui échappe un peu.
Ses filles sont adolescentes, commencent à s'intéresser aux garçons. Et un jour, il se pend. Et c'est Betty qui le décroche. Ils sont tous là autour de la famille. Voilà, il y a un événement. Il est hospitalisé. Personne n'ose vraiment franchir le pas de dénoncer ce qui arrive parce que tout le monde s'apitoie sur son sort. Et ça, c'est quelque chose de très marqué. Et Betty en parle beaucoup. Elle en a parlé notamment au procès d'Évreux, en fait, elle n'avait pas envie de faire de peine à son papa parce qu'il souffrait tant. Et lui a beaucoup ajouté en fait au malheur qu'il aurait subi quand il était enfant. Il aurait été abandonné par sa mère. C'est fou, elle s'est séparée de son père et elle est vivre avec un autre homme. Et son père s'est pas très bien occupé de lui parce qu'il avait d'autres choses à faire. Il aurait été abandonné par sa grand-mère, c'est faux, c'était une dame très âgée qui pouvait pas s'occuper de lui. Donc il a été placé en foyer 1 an à sa propre... Enfin, c'était plutôt l'option la plus indiquée à ce moment-là. C'est pas drôle et très clairement, c'est probablement des mauvais souvenirs pour lui. Mais il aggrave son narratif pour pouvoir s'en servir comme d'une arme en fait. Exactement. Et quelque part, on a envie de dire quel rapport avec tout ce qu'il a commis ensuite. Alors oui, c'est important de savoir qui on juge. Et c'est comme tu disais, c'est le jeu de la justice. Il faut parler de la personnalité des personnes qu'on juge. Et dans les cours d'assises, aux cours criminelles départementales, c'est important de pas pendant plusieurs heures parce que les enjeux judiciaires sont importants. Mais et les juges sont pas dupes, hein, la plupart du temps quand même. Ça va pas excuser la personne mais ce qui peut être insupportable pour les victimes, ce que tu décris, Marine, c'est qu'on renvoie ça à la face des victimes en disant, vous voyez, il a souffert, donc soyez pas trop dur avec lui. Finalement, quelque part, on essaie de minimiser ce qu'elles sont, ou en tout cas, la ramener pas trop quelque part, ou pardonnez-lui, ou veuillez discuter avec lui. Vous voyez, c'est dans la démarche de réhabilitation des agresseurs, essayer de lui tendre la main pour qu'il aille mieux. Et finalement, quelque part, en faisant ça, on passe par-dessus ce qu'ont subi les victimes de la part de ces hommes qui sont avant tout des agresseurs pour elles. Il ne faut pas l'oublier, quoi. Avant tout des agresseurs et puis dans le cas de Denis Manéché, des meurtriers, puisque on va arriver quand même à la fin de cette histoire à un moment donné. Ouais. Il y a un deuxième procès en 2018, mais celui-là n'est pas un procès pour viol, c'est un procès pour... assassinat et meurtre. Assassinat et meurtre. Est-ce que tu peux expliquer en 2 mots pourquoi ? Alors en novembre 2012, Denis Manéché est condamné pour les viols sur ses filles et donc son épouse pour la complicité. Il se réinstalle avec Virginie et leur enfant là où ils habitaient déjà, hein, dans un petit bled dans le nord de l'Oise. Et Denis, il travaille à Gisors, tous les deux. Mais voilà, Virginie, pour la première fois, se met à travailler dans un autre endroit que lui-même, que là où lui travaille. Oui, parce que non seulement il vit avec elle, il la possède, on va dire, corporellement, mais en plus, elle travaille dans son entreprise, donc il a vraiment le contrôle total sur sa vie. Ils ont toujours travaillé dans les mêmes lieux, oui. Et là, elle travaille dans un garage. Et puis finalement, en fait, je vais aller vite, elle finit par décider de le quitter. C'est quelque chose qui a plusieurs causes, notamment le fait qu'elle savait très bien qu'au bout d'un moment, ça allait pas le faire. Il fallait qu'elle cesse ce type de vie. Et je pense que le fait d'avoir eu 8 heures de liberté par jour a dû lui donner beaucoup d'idées. Et elle finit par le quitter à l'été 2014. Elle s'enfuit d'abord dans un hôtel, donc elle est aidée par une association, le CDIFF de Beauvais, et ensuite, juste par cette association-là, puisque les gendarmes et le parquet ne sont pas vraiment au courant, en fait. Au départ, elle ne veut pas judiciariser, et puis quand elle appelle les gendarmes à l'aide parce qu'il la suit dans la rue, parce qu'il l'a retrouvée, les gendarmes disent qu'ils ne peuvent rien faire. Et finalement, il la traque, et puis il arrive ce qui devait arriver, c'est qu'il la tue. Il la retrouve dans le garage où elle a travaillé, où son patron l'hébergeait. Il tire sur le patron, il est mort, et ensuite il l'abat d'une balle dans la tête, et ensuite il se tire une balle lui-même dans la tête, et miraculeusement, lui s'en sort, et il se retrouve jugé 4 ans plus tard, donc dans un état très dégradé. Oui, il est en fauteuil roulant, il est en sorte écroulé sur lui-même, en fait. Mais paralysé, vraiment, oui, proche de... Voilà. Bon, d'ailleurs, il meurt 2 jours après. Il meurt 2 jours après l'énoncé du verdict. Donc ça se termine pas bien pour lui, quand même. Mais ce qui est absolument effarant et qui finit d'achever la tragédie, c'est que tout ça, c'était prévisible.
quand elle s'enfuit, Virginie, elle contacte ses frères et sœurs qui lui disent j'espère que tu es parti loin parce que tu sais très bien qu'il va te tuer s'il te retrouve. Tout le monde sait en fait, Virginie le sait, tout le monde sait qu'il va commettre cet acte de tuer si jamais il la retrouve parce que c'est lui, il est comme ça. Et elle n'arrive pas à se sauver. Et finalement, il arrive et il finit par tout détruire. Et bon, c'est la fin de l'histoire. Et bien sûr qu'à la fin, il est condamné à perpétuité et il meurt. Voilà, si ça se termine par un féminicide, c'est une affaire d'inceste qui se termine par un féminicide. Donc quand on parle de lever du tabou, on est aussi en train de parler de la levée d'un tabou sur les violences aussi qui sont engendrées par les affaires d'inceste. Alors toutes les affaires ne sont pas aussi dramatiques que l'affaire Manéché, qui est quand même on va dire un cas d'école. Ouais. Oui, ça va très loin. En fait, l'affaire Manéché, ce qui est intéressant, et c'est pour ça que je l'ai étudiée, c'est qu'elle permet d'étudier énormément d'éléments, de ressorts et de dynamiques qui se retrouvent dans beaucoup d'affaires familiales. Donc c'est un objet d'étude très très intéressant. Mais l'intensité avec laquelle les événements sont produits est purement exceptionnelle. Je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de... Il y a plein de choses dont on n'a pas parlé. C'est le rôle de la protection sociale aussi. Ouais, bien sûr. L'aspect éducatif très important qui est complètement dysfonctionnel dans cette affaire aussi. Ouais. Elle rate aussi beaucoup de choses sur Dimitri, sur Tony. On n'a qu'une heure. Donc, lisez le livre, quoi. Voilà, lisez-le, achetez-le, vous trouvez-le sur Internet, vous verrez bien. Mais on va arriver quand même petit à petit à la fin de cet échange. Et moi, il y a un aspect qui m'intéresse beaucoup, c'est le changement des représentations sur l'inceste. Et je trouve que ta BD, Marine, est vraiment... je ne vais pas dire exemplaire, parce que c'est un peu... on n'est pas à l'école, mais... Elle est très réussie, de mon point de vue en tout cas. J'ai un petit peu pleuré, j'avoue. De ce point de vue-là, parce qu'elle change aussi le regard sur les victimes qui sont... où il n'y a absolument aucune trace de romantisme, aucune trace d'aucune manière que ce soit, de doute sur le fait qu'il y a juste un agresseur et des victimes. Est-ce que pour toi, c'était un élément important aussi non pas d'évacuer tout l'amour, parce qu'on sent que dans cette famille, vous vous aimez, entre les relations avec ton père. Enfin, il y a vraiment des moments très, très touchants. Il y a beaucoup de tendresse, beaucoup d'amour, mais il y a aussi pas d'amour du tout dans l'agression que lui a commis. Est-ce que ça, c'était un souci particulier à l'écriture, ou est-ce que c'est venu comme ça ? Non, ça, je pense que c'est plutôt venu comme ça. Le grand souci que j'avais, c'est que je trouve que c'est compliqué de lire des livres d'inceste, ça donne pas envie. Ça fait 3 semaines que j'y suis, c'est pas bien. Ouais, ça donne pas envie, et du coup, j'avais à cœur d'essayer de raconter sans être dark, sans être... trop voyeuriste. Enfin voilà, j'ai eu l'impression un peu de marcher sur un fil tout le long de l'écriture du scénario, parce que j'avais à cœur que ce livre puisse passer de main en main au sein d'une même famille, pour qu'il puisse susciter des discussions en fait. Et pour ça, il fallait raconter sans montrer, montrer sans dévoiler tout, et donc c'était un travail sur un film, et en même temps c'était un travail assez passionnant qu'on a fait avec Alexandra, de savoir comment on met en dessin un mot comme l'inceste, un mot comme le silence, des émotions comme la colère, et de manière à ce que ce soit digeste en fait. Oui, mais en même temps, tu apportes aussi beaucoup d'éléments factuels sur des éléments chiffrés, etc. Enfin, c'est un vrai travail d'information. Est-ce que, pour toi, sur le plan éducatif aussi, je dis pas seulement à l'école, mais il y a un travail à faire. Tu parlais de formation tout à l'heure. Voilà, est-ce qu'il y a un travail éducatif aussi à faire au sein, disons, de la société, de façon plus générale ? Est-ce que ça commence ? Est-ce que tu vois des choses bouger aussi à cet endroit-là, où on est encore comme on était... on va dire avant 2021 et le MeToo inceste, qui n'a pas produit énormément d'effets, mais voilà. En fait, j'ai l'impression que là où ça bouge, c'est plutôt au niveau des victimes, en fait, dans le sens où on a plus à cœur de parler, on n'a plus peur de parler, on essaye de faire en sorte que la honte change de camp, même si d'un jour à l'autre, on peut se sentir différemment vis-à-vis de cette honte.
Après, dans les faits, sur les questions d'inceste, rien n'a changé. Enfin, il ne faut pas se leurrer. Il y a de temps en temps des grandes déclarations suite à des livres qui ont fait un peu de bruit parce que ça touche une personne publique. Et après, ça retombe comme un soufflet aussi vite. Parce qu'effectivement, c'est des sujets qui sont compliqués à traiter. Et c'est des sujets sur lesquels on préfère détourner le regard que les affronter et se dire ok, on se met autour d'une table et on va réfléchir concrètement qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour que ça s'arrête et que ça n'arrive plus, parce que encore une fois, dire que les victimes ne parlent pas, je pense que c'est faux. Les victimes parlent, les enfants parlent, mais à leur manière. Il faut savoir écouter et réagir derrière. Et il y a un enjeu matériel aussi, parce que si on a peur de l'éclatement de la famille, on a aussi peur d'être exclu. Et quand on est une femme, quand on est un enfant, a fortiori, mais quand on est une femme, ça peut être compliqué. Est-ce que là, il y a aussi un travail qui est, au moins un début de prise de conscience sur le fait que, quand on parle, qu'on dénonce l'inceste dans sa famille et on peut être un enfant, mais on peut être la mère, on peut être la sœur, on peut être la tante, on peut aussi être exclu et être atteint dans sa structure matérielle de vie, tout simplement se faire mettre dehors, plus avoir de boulot, plus avoir de ressources. En fait, ça touche hommes et femmes. C'est les enfants directement qui sont touchés par ça. Vivre des actes d'inceste, c'est tellement insupportable que je pense qu'il faut réussir à surmonter ces questions matérielles et réussir à... Et justement, il y aurait peut-être des choses à faire là-dessus pour mieux entourer les femmes qui décident de partir avec leur enfant sous le bras ou les hommes qui décident de partir avec leur enfant sous le bras. Ce qui est compliqué, c'est que c'est une telle déflagration émotionnelle quand on dénonce à titre individuel, mais aussi au niveau du noyau de la famille, que ensuite avoir l'énergie et la force suffisante pour gérer ensuite les questions matérielles, etc., c'est encore plus compliqué. Donc effectivement, c'est des choses à prendre en compte dans les choses qui pourraient être évaluées, améliorées. Oui. Alors, il y a un projet de loi là, qui arrive en 2026 au printemps, dont on ne connaît pas encore véritablement le contenu. Mais Julien, est-ce qu'au niveau judiciaire, juridique slash judiciaire, en fait, on va dire, est-ce que tu vois qu'il y a des choses aussi qui évoluent, on va dire, depuis 2021 et ce fameux MeToo inceste, dont j'ai pas l'impression qu'il représente quelque chose d'une avancée ni pour l'un ni pour l'autre, mais peut-être... Non, c'était un slogan, c'était un hashtag sur les réseaux sociaux, effectivement. Il n'a pas produit beaucoup d'effets. Ça aurait pu prendre, quelque part, mais malheureusement, ça n'a pas pris. Le livre de Camille Kouchner a eu beaucoup plus d'effets que le hashtag MeTooInceste. Ouais. En fait, oui, le hashtag est consécutif à la sortie du livre. Oui. Et finalement, on a la Civise. Et puis, médiatiquement, il ne se passe pas grand-chose parce que les enfants n'ont pas de porte-parole suffisamment écoutés. Ils ne s'organisent pas entre eux. Et ils n'ont pas pu, par exemple... produire et diffuser leurs idées comme les féministes ont pu le faire après, à partir du début de MeToo. Et donc il y a quelque chose à politiser aussi là pour que complètement. Je pense que c'est avant tout médiatico-politique qu'il faut. Voilà, l'avancée doit être à ce niveau-là plus que judiciairement. Alors légalement, on a eu des avancées depuis 2011 déjà. On a décidé de mettre le mot inceste dans le code pénal en 2011. Il l'a été véritablement qu'en 2016 parce qu'il y a eu des problèmes d'inconstitutionnalité. Et en 2021, la loi a changé et elle a fait en fait de tout rapport sexuel entre un adulte et un enfant de moins de 18 ans de la même famille un viol. Ce qui n'était pas systématiquement le cas avant. Et quand tu dis de la même famille, est-ce que c'est tous les membres de la famille? Non, et c'est comme en droit pénal, il faut être précis. Il y a une liste limitative, et par exemple, les cousins n'en font pas partie, ce qui est une aberration. Dans la plupart des autres pays, c'est le cas. Les cousins, au même titre que les oncles, les beaux-pères, les grands-pères, sont des personnes qui commettent des incestes. Les frères également. Pourquoi les cousins un oubli peut-être. Ce sera probablement le cas dans la prochaine... Voilà, on a des petites avancées, on avance par petites étapes, par à-coup. Et judiciairement, je suis très, très pessimiste parce que la justice est complètement débordée. Et un des effets de MeToo, ça a été la judiciarisation de beaucoup de violences sexuelles. Et aujourd'hui, les cours criminels ont un stock d'affaires absolument dément. C'est pour ça qu'on parle de plaider coupable criminel aujourd'hui, parce qu'en fait, on peut plus juger les crimes. Et en fait, on juge
c'est 1% des viols qui arrivent ou des incestes dénoncés arrivent à une condamnation de l'auteur. Si on passe à 10%, ça fait 10 fois plus d'affaires jugées. C'est déjà environ 20% des affaires criminelles qui sont jugées. Donc, enfin voilà, vous vous rendez compte de vous-même qu'on n'a pas les moyens, on n'a pas une justice calibrée pour juger un crime comme celui de l'inceste. On n'a pas une justice calibrée pour juger les violences sexuelles en général. Après, c'est pas juste une question de moyens, c'est aussi une question d'appréciation de ce que c'est que Bien sûr. la violence au sein d'une cellule familiale. Enfin, tu le dis aussi dans le livre que la famille est une institution criminogène par excellence, parce que la plupart il y a beaucoup de crimes qui se commettent à l'intérieur de cette famille. Est-ce qu'à ce niveau-là, ça évolue ou pas? Je pense que l'État... C'est pas un oui franc et massif, non, donc on va dire moyennement. C'est mieux qu'avant. On a plus de mécanismes d'alerte qu'avant. Sauf que, comme le rappelait Marine tout à l'heure, l'inceste et les violences intrafamiliales interviennent dans tous les milieux sociaux. C'est pas l'apanage de telle population ou de tel groupe social, et on sait qu'on investit beaucoup plus facilement chez les pauvres que chez les riches, puisque c'est pas très bien, ça. Ils sont beaucoup plus sous les radars des services sociaux Oui. que les familles plus fortunées. Donc je pense qu'il y a beaucoup évidemment de faits de violence physiques, sexuelles, intrafamiliales qui sont pas détectés et qui sont très difficilement détectables. Donc oui, il faut former les personnels, il faut plus de personnel, parce que si on a beaucoup trop de dossiers par personnel, ça peut pas fonctionner. Il nous faudrait 3 fois plus de procureurs, par exemple. Littéralement 3 fois plus pour être au niveau de l'Allemagne, où j'imagine que c'est encore loin d'être parfait. Pour que des jurisprudences puissent faire avancer le schmilblick, il faudrait déjà qu'il y ait des moyens. Ces moyens n'existant pas, donc c'est un peu le... Les moyens ont besoin, pour qu'on ait les moyens, il faut qu'il y ait une prise de conscience, parce qu'en fait, tout ça, c'est de la volonté politique. Aujourd'hui, les violences sexuelles et les violences sur les enfants n'intéressent pas la politique. On débat de tout sauf de ça dans l'espace public. On trouve des milliards quand il s'agit de voter certains budgets, de soutenir certains projets. Quand il faut faire développer l'intelligence artificielle, on trouve 20 milliards, mais le budget de la justice est aujourd'hui le pire budget de la justice en Europe, hormis, je crois, la Moldavie, par habitant. Je trouve que c'est exagère, parce qu'il faut bien payer le nouveau porte-avions, quand même. Exactement, le budget de l'armée, il augmente en un claquement de doigts de 15-20 milliards parce qu'on a décidé que c'était important. Mais non, et visiblement, la destruction, voilà, je ne veux pas dramatiser encore plus que ce que c'est, mais les crimes subis par des millions d'enfants chaque année ne sont pas assez importants. Sont pas assez importants, alors que... oui, je te laisse... Non, vas-y, finis. Alors que... la société a tout à gagner à protéger des enfants, déjà par humanité évidemment, mais aussi pour éviter d'en faire des adultes dysfonctionnels et potentiellement agresseurs aussi. Marine ? La chose aussi, c'est qu'il y a quand même énormément de cas de non-lieu ou de classement sans suite. Les victimes, c'est pas des enfants ou des femmes idiotes ou des hommes parfois aussi. On regarde ces chiffres-là. Quand on sait déjà à quel point c'est difficile de parler et qu'on voit que les chiffres ne jouent pas du tout en notre faveur, ça donne pas envie d'y aller et de se dire ok, je vais porter plainte, je vais répondre à des questions de policiers, de juges d'instruction, pour arriver dans une cour qui va dire que la personne que j'accuse est innocente. Et donc là-dessus, il y aurait aussi un travail à faire, je pense. Merci beaucoup à tous les deux. C'est sur cette note d'espoir et ce message très important, on veut des sous pour la justice, parce qu'on peut pas résumer ça à ça, mais entre autres choses qu'on va se quitter. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus dans ce podcast. J'espère que vous avez tenu jusqu'au bout. Si ce podcast est arrivé jusqu'à vous, c'est parce qu'il est porté par des médias indépendants. Et ces médias indépendants ont besoin de vous. Donc faites-leur un don, soit Radio Parleur, soit le Média TV, soit les deux. Si vous avez les moyens, faites-le. Voilà, c'est pas compliqué. Vous vous rendez sur nos sites internet respectifs, vous allez trouver les liens. Ils sont disponibles. Quant à moi, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Penser les luttes.